Free Talk TV, fallait pas nous laisser entrer. J'espère que tout le monde a passé de bonnes vacances. Salut à tous. Madiko est à mes côtés. Bonsoir, bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. Un sujet qui me tenait à cœur. C'est l'histoire de l'association des grands frères. Et aujourd'hui, on reçoit la sœur d'un d'entre eux. Je vais la laisser se présenter. Bonjour tout le monde. Bonjour. Moi, je suis Karine Duménil. Je suis la sœur de Boana. Et je vais vous parler un peu de l'affaire, de sa chronologie et éclaircir pas mal de choses, vu qu'il y a tellement de choses qui se disent. C'est clair. Voilà. Et franchement, depuis un moment, je voulais en parler. Comme le tweet il est là. Ouais. Depuis avril, je voulais faire un space de base. Ah ouais, depuis Mais avril. après, je me suis dit, vu qu'il y avait Free Talk qui était lancé, etc., donc je me suis dit que c'était sûr que j'allais faire un truc avec toi. Déjà, quand vous avez fait la manifestation à Sarcelles. À Sarcelles, le 2 juillet. J'avais dit que j'allais venir. Ouais. J'ai pas pu parce que j'étais à l'événement d'Adama Traoré. Oui, il y avait un... J'étais à l'événement, donc c'est pour ça que je suis pas venu. C'est fait le même jour. Ouais. Exactement. Ouais. Et du coup, j'ai préféré te recevoir en grand, faire les choses en grand, parce que je trouve Merci. qu'on n'en parle pas assez de ce sujet. Ouais, on n'en parle pas assez. Et il nous concerne tous. Pour nous, en tout cas, on trouve qu'il nous concerne tous. Ouais, clairement. Ça peut tous nous arriver. Et on va te laisser raconter l'histoire. On va commencer par le début. On va commencer par le début. Alors moi, si je raconte l'histoire de mon point de vue, le 16 janvier, moi j'ai Frédéric au téléphone. On s'appelle en général le dimanche. Moi j'ai quitté la Guadeloupe à ce moment-là, il y a à peu près 6 mois. Donc Frédéric dit Boana, c'est ça. Boana, Voilà. ou Barak, pour ceux qui le connaissent sous le nom de Barak. I see you, General. Voilà. Moi, le 16 janvier, j'ai Frédéric au téléphone. On se fait une visio tranquille pour que je parle à mon neveu d'ailleurs. Et à ce moment-là, Frédéric me dit, me casse pas trop la tête. Je fais des nombris pour mon fils. Je suis en mode cuistot. Donc on rigole, on parle. Le lendemain matin, il devait accompagner mes parents pour les aider à faire leur pièce d'identité. Ils avaient rendez-vous devant la police de Bémao. Okay. Donc ça se passe en Guadeloupe. Ça se passe en Guadeloupe. Ouais, ça se passe en Guadeloupe. Et à ce moment-là, ma mère m'appelle. Elle me dit, écoute, j'arrive pas à joindre Frédéric. Je dis, écoute, t'inquiète pas. Frédéric, il travaille beaucoup. Il travaille de nuit, de jour. Il n'a pas d'heure pour travailler. Frédéric, il est passionné par son travail. Donc je lui dis, t'inquiète pas trop, tu verras, peut-être qu'il s'est endormi, rappelle, il te répondra. 48 heures plus tard, on n'a toujours pas de nouvelles. Et c'est 72 heures plus tard que sa compagne nous appelle pour nous dire que Frédéric est en garde à vue. Donc au moment où ma mère m'appelle, ça fait déjà peut-être 3 heures que Frédéric est en garde à vue. Il se fait arrêter devant une boulangerie où il achetait des pains au chocolat pour son gamin. On le plaque à terre, RAID, GIGN. On lui dit où sont les armes, on l'emmène chez lui. Et arrivé chez lui, il cherche des armes. Donc ma belle-sœur descend avec son fils, effrayé. Et le petit, il demande au petit où sont les armes. Et le petit, qu'est-ce qu'il sort 2 pistolets à eau. Et c'est tout ce qu'il trouve chez Frédéric. Au même moment, alors Frédéric n'est pas le seul impliqué là-dedans. Effectivement. À ce moment-là, ils sont 8 interpellés. On a Taïk, Samuel Kraï, O'Neill, Lillo, Zebrist. Qui encore, j'arrive pas à me souvenir de tous les noms. De toute façon, Didier Laurent, je crois aussi. Didier Laurent, exact. Il y en a un seul qui sort à ce moment-là, c'est Taïki, qui est sous contrôle judiciaire actuellement. Et puis Bébé aussi. C'est ça, ouais, effectivement. Exactement, Bébé. Tous sont interpellés au même moment. Chez O'Neill, par exemple, le procureur met sous scellé un livre de Kémy Séba. Et on trouve pas grand-chose, en fait, chez eux. Et là, on comprend pas trop ce qui se passe. Moi, j'ai la chance de ne pas avoir de télévision chez moi. Heureusement, je ne me fais pas matrixer par les médias mainstream. Et heureusement que je n'ai pas de télé chez moi à ce moment-là parce que on dépeint Frédéric comme un chef de gang sur tous les médias mainstream nationaux, CNews, BFM TV, etc. Et on le présente comme un chef de gang. Sans preuve, sans rien. On les accuse de quoi ? D'avoir organisé les... J'aime pas parler d'émeutes parce que pour moi, c'était un soulèvement populaire. Le soulèvement populaire entre le 21 novembre et début janvier en Guadeloupe. Et on essaye d'expliquer que tout ça a été organisé par eux. Donc, ils sont accusés d'association de malfaiteurs, d'extorsion de fonds auprès des élus et auprès de grands groupes. Un truc hallucinant. Et là, le 17 janvier, la garde à vue commence.
Et là, dès le départ, on voit qu'il y a des choses bizarres qui se passent. Je peux nommer des noms, on est en free, c'est ça? Ah oui, c'est Free Talk quand même. Moi, au bout de 72 heures, je vois un article de Guadeloupe Première qui sort écrit par le talentueux, le très talentueux, et ça c'est ironique, Eric Stimpfling, qui au bout de 72 heures finit son article en disant qu'ils seront tous déférés au parquet. Alors moi, je suis pas juriste, mais il faut juste du bon sens pour comprendre que tant qu'une garde à vue n'est pas terminée, un journaliste ne peut pas se permettre de dire que tout le monde sera déféré au parquet, à moins qu'il soit procureur ou JLD, ou juge des libertés. Donc déjà, cet article-là, moi, me met en rage. Au même moment, on a des politiciens qui déclarent que oui, Frédéric et les autres sont des chefs de gang. On a O'Neill aussi, qui est soi-disant dépeint comme chef de gang de section criminelle. Frédéric, c'est chien Larry. Quand on regarde les documents, ils n'arrivent même pas à écrire chien Larry, parce qu'ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Et là, il y a une machine médiatique qui nous écrase, avec le nom de Frédéric, son nom Frédéric. Est mis en avant. Et là, on se fait torturer. Ouais. Torturer, c'est-à-dire c'est une torture mentale, quoi. Enfin, quand tu allumes la télé, que tout le monde t'envoie des vidéos en disant tiens, regarde, ton frère, c'est un chef de gang. On salit ton nom, quoi. On salit ton nom volontairement. Et tu sais même pas pourquoi, en fait, à ce moment-là. Donc, il faut savoir que Frédéric, lui, son métier, c'est d'être médiateur social, médiateur de rue. Et qu'il a commencé à faire ce métier il y a une dizaine d'années à Bémao. Et à l'époque, Frédéric est victime d'un accident de la route, de la voie publique. À l'époque, il vivait ici, en métropole. Il se fait écraser par un bus de la RATP. Et après cet accident-là, il décide de rentrer en Guadeloupe. Et là, il se rend compte que tous ses potes de l'époque sont pas dans de bonnes situations pour la plupart. Il décide de les aider. Il se fait embaucher à la ville de Bémao. Et c'est là aussi que le juge et les enquêteurs, parce que tout part des enquêteurs, parce que le juge, il applique simplement ce que les enquêteurs lui font remonter comme info. Et là, on voit que les gens sont pas intelligents. On voit que les gens sont bêtes et méchants. Donc, c'est à partir de là qu'on le dépeint comme un chef de gang. Sauf qu'un médiateur social, avant d'enquêter sur quelqu'un, on cherche d'abord à comprendre son métier. Un médiateur social, c'est quelqu'un qui est à mi-chemin entre la rue et son employeur à la ville de Bémao. Enfin, ça me paraît logique. Lui, Frédéric, je sais pas si vous avez vu, dans tout ce qui s'est dit, on les accuse d'avoir des liens avec les élus. Mais il faut être crétin pour comprendre pour ne pas comprendre que quand on est médiateur de rue embauché par une collectivité territoriale, on est forcément proche des élus puisque c'est votre employeur. Donc il n'y a pas que Frédéric qui est dans cette situation, il y a Lilo aussi qui est médiateur de rue, qui a été formé par Frédéric, puisque le travail que Frédéric a fait sur Bémao s'est étendu à Pointe-à-Pitre, avec O'Neill d'ailleurs. O'Neill, lui, est comptable de profession, mais engagé dans le monde associatif. Lilo, lui aussi, est médiateur de rue. Donc, en fait, on a des accusations qui sont dispersées, alambiquées, et puis c'est tellement mal monté qu'on sent qu'il y a des ramifications qui essayent d'être mises imbriquées les unes dans les autres, mais pour nous, ça tient pas. Pour nous, ça tient pas. L'extorsion de fonds ne tient pas. Il n'y a pas de victimes dans cette affaire. On attend les victimes. Franchement, nous, on est les familles, on aurait bien aimé entendre les victimes. Il n'y a pas de victimes pour l'instant. Ni sur l'extorsion de fonds. Il n'y a pas de traces. Il n'y a pas de mouvement financier. Enfin, c'est fou. Et moi, j'aimerais faire un parallèle avec une affaire qui s'est révélée il y a quelques temps. 2019, le dernier concert de Cassave. Les personnes mises en cause dans le concert il y a quand même eu 100 000 euros, un virement de 100 000 euros. Effectivement. Ouais. Détecté par la Cour des comptes, donc pas par n'importe qui. Les mises en cause que je nommerai pas, je vais rester gentille, ils sont pas en prison, ceux-là. Ils sont dehors, ils sont sous contrôle judiciaire. On a un virement tracé par la Cour des comptes de 100 000 euros. Ces gens-là, ils sont libres. Donc, on voit bien que dans cette affaire-là, on utilise la justice, on instrumentalise la justice à des fins... à quelle fin ? À des fins de carriéristes, quoi. C'est les mecs, quand on regarde bien toutes les personnes qui, jusqu'à maintenant, ont mis en examen les garçons, ces gens-là, ils ont eu des promotions. Et je le dis clairement, le juge qui a mis en examen Frédéric et les autres, le mec, il est plus en Guadeloupe, il a eu sa promotion. Et c'est ce qui va se passer pour tout le monde, que ce soit le procureur, toutes les personnes qui ont mis les garçons en examen seront récompensées. Donc, est-ce qu'on met la vie de 10 personnes maintenant en jeu d'enfants
Moi, mon neveu, il réclame son papa tous les jours. Qu'un homme qui est touché, ce sont des familles qui sont touchées. C'est des familles qui sont touchées. Moi, mes parents et les autres aussi le vivent très mal. Voilà. Moi, mon père, depuis que mon frère est rentré en détention, mon père, il marche plus, quoi. C'est tellement lourd que ses jambes ne tiennent plus. À un moment donné, est-ce qu'on peut vivre, est-ce qu'un professionnel de la justice peut vivre avec ça sur la conscience, quoi? Est-ce qu'il y a une justice? Est-ce qu'il y a une justice française en Guadeloupe? Ou est-ce qu'il y a une justice, je suis obligée de le dire, est-ce qu'il y a une justice coloniale? Est-ce que c'est une justice à deux vitesses? On essaye de comprendre. Mettre sur le dos des garçons le soulèvement populaire, c'est se foutre de la gueule du monde, clairement. Parce qu'on n'est pas responsable du chlordécone, on n'est pas responsable du Covid, on n'est pas responsable du taux de délinquance, on n'est pas responsable de la pauvreté, qui est 2 à 3 fois plus élevée qu'ailleurs. Enfin, à un moment donné, il y a des causes intrinsèques au niveau de vie de la Guadeloupe, quoi. On ne peut pas mettre les malheurs de la Guadeloupe sur le dos de 10 personnes. Ouais. Mais du coup, est-ce que les familles ont réussi à avoir des contacts avec les prétendus détenus depuis la dernière fois, parce qu'on savait que leur situation d'incarcération était difficile en Guadeloupe, et vu qu'ils ont été transférés en France, comment c'est en ce moment? Alors, les 4 premiers mois, on n'a pas eu de contact avec personne. Aucune famille n'a pu rentrer en contact avec les mises en examen. Je les appellerais même pas des prévenus, c'est plus des mises en examen. Donc nous, le juge avait interdit tout contact téléphonique. Ils vous ont dit pourquoi vous n'avez pas le droit d'être en contact avec eux? Non, on sait absolument rien. Même pour les avocats, c'est compliqué. Tout le monde subit des pressions, donc le juge fait remonter très peu d'informations parce que tout est à charge, de toute façon. Nous, on a commencé à rentrer en contact avec Frédéric quand il a été transféré à Beauvais. Voilà. Donc il a pu téléphoner à ce moment-là. Sinon, avant ça, c'était impossible. Frédéric, c'est celui qui a les conditions de détention les plus compliquées aujourd'hui. C'est-à-dire, dis-en plus. Frédéric, il est resté à l'isolement et au SMPR en Guadeloupe. Parce qu'il faut être clair, le but, c'est de mettre la pression soit pour rendre fou, soit pour se suicider. C'est l'un ou l'autre. Quand quelqu'un est innocent, il n'a rien à vous dire de plus. La machine judiciaire va faire quoi? Il va vous mettre la pression. Donc Frédéric est resté au SMPR. Ça a engendré des soucis de santé parce qu'il ne dormait pas. Quand toi, tu n'es pas fou et que tu dors avec des gens qui crient toute la nuit. etc. en plus. Voilà, en plus, tu cogites. Donc ça a été compliqué. Et quand le transfert à Beauvais a été encore plus traumatisant, en fait, parce qu'il a été transféré juste au moment où il avait son premier parloir avec sa compagne. Le parloir devait se faire à 13h30, le 6 avril. Et à 13h, on lui dit, tu pars, tu prends l'avion. Ah ouais, compliqué. Ouais, c'est compliqué. Et est-ce que c'est le seul qui a été envoyé en France? Non, avant lui, Didier Laurent était le premier à être transféré, au courant du mois de mars. Ensuite, on a eu Noël Daufour, au Nil, qui lui a été transféré dans des conditions difficiles aussi. Ouais, j'ai vu sur les réseaux. Ouais. Et on a eu aussi Lillo aussi, qui a été transféré, alors lui en claquette. Parce que tout le monde est parti, mais en claquette, pas de manteau. On avait anticipé, on avait déposé des blousons, en tout cas pour Frédéric, les autres, je sais pas trop, mais on avait quand même déposé à la prison le nécessaire en cas de transfert. Quand il est arrivé à l'aéroport, on lui a dit ton blouson n'est pas réglementaire pour le centre pénitentiaire où tu seras, donc on t'enlève le blouson. Ah ouais, quand même, c'est chaud. Ouais. Donc ils sont arrivés en claquettes et en t-shirt, pour la majorité. Voilà. Mais du coup, la détention qui a été faite en Guadeloupe, ça s'est amélioré à leur arrivée en France ou ça s'est dégradé du coup? Parce qu'on savait que c'était un peu compliqué aux Antilles. Alors, aux Antilles, pour les autres, je sais pas trop, parce que c'est Frédéric qui a vraiment eu... Frédéric, lui, en prison, il est considéré comme quelqu'un d'hyper dangereux. D'influents, etc. Ils ont mis tout, quoi. Voilà, parce que c'est lui qui a... Je sais pas pourquoi c'est à lui qu'on a mis l'étiquette de chef de gang. Pour O'Neill aussi, c'est compliqué, parce que lui aussi, il est soi-disant chef de gang. Je sais pas où est-ce qu'ils ont pris ça. Je sais pas comment on peut qualifier quelqu'un de super dangereux dans un dossier où on n'a pas trouvé d'armes, on n'a rien trouvé, où l'enquête démarre, quoi. Enfin, là, on est vraiment sur du jugement de valeur. En fait, les conditions de détention en Guadeloupe étaient surtout physiques et pas psychologiques, sauf l'histoire du SMPR. Voilà. Physique, c'est-à-dire?
physiquement, être à l'isolement en permanence, être enfermé 23 heures sur 24 à peu près, être au SMPR, entendre les gens souffrir, crier, la vétusté des prisons. La prison de Bemao a quand même été condamnée par la Cour européenne de justice à maintes reprises pour les conditions de détention. C'est sale. Enfin, voilà. Là où Frédéric est là aujourd'hui, c'est propre. Mais psychologiquement, tout est bloqué. Tout est bloqué. Par exemple, nous, les familles, pour faire les demandes de parloir, mes parents, eux, avaient pu avoir leur demande de parloir depuis la Guadeloupe, parce qu'ils ont pu faire un parloir avant que Frédéric soit transféré, même déporté. C'était pas un transfert, c'était une déportation, vu comment ça s'est passé. Et quand le permis est arrivé à Beauvais, on explique à mes parents que les permis ne sont pas actifs. Voilà. Et en fait, c'est de la maltraitance administrative. Frédéric arrive là-bas, il n'a pas de SPIP. Donc, on se retrouve, nous, on s'est autoproclamé SPIP. Donc, ce que le SPIP ne fait pas, on doit le faire. Donc, moi, je me retrouve à appeler le GIRS en Martinique, parce que si tu veux faire ta demande de parloir, il faut envoyer ta demande en Martinique. Le temps que tout le monde se réveille, si c'est les vacances, tu vas attendre un petit moment. Et puis, par exemple, les enfants de Frédéric a quand même 5 enfants. Sa fille est née à 21 ans cette année. Les enfants ont fait 4 demandes de parloir. Et à chaque fois, on ne sait pas où c'est passé. C'est ça. Quand c'est arrivé en Martinique, nous, sur les demandes de parloir, il n'est pas écrit Beauvais, il est écrit Ducos. Ok. Ouais. Donc les mecs, en fait, ils font ils se renvoient la balle, etc. Quand j'ai appelé, on m'a dit non, mais madame, on s'est trompé. Mais meuf, depuis le 17 janvier, tu fais que te tromper, t'as mis des innocents en prison. On s'est trompé, c'est ce qu'elle me dit. C'est la stagiaire qui s'est trompée. Il y a des stagiaires qui font des demandes de parloir et qui n'ont même pas accès. Ça veut dire que les gens, ils n'ont même pas accès au numéro d'écrou, en fait, pour savoir où il est le détenu. Et en fait, c'est ça, en fait. On joue sur ton esprit. Tout est bloqué, on bloque tout en permanence. Tout est bloqué. Et pour passer outre, faut être résilient, faut s'organiser, faut carrément monter des équipes qui appellent en Martinique, qui appellent le centre pénitentiaire. Le centre pénitentiaire, personne ne répond jamais. Voilà, personne ne répond jamais. Et c'est souvent Frédéric de l'intérieur qui doit faire les démarches. Et nous, à l'extérieur, on doit appuyer. Moi, il n'y a pas une semaine où j'envoie pas un email à la défenseur des droits. Défenseur des droits, Ligue des droits de l'homme. Voilà. En tout cas, on salue ton courage, et le courage des familles. Merci. Ouais, surtout les familles, parce que c'est très dur. Surtout ceux qui ont des enfants. Ils ont tous des enfants. Ils ont tous des enfants, je suppose. Donc c'est compliqué d'avoir son père très loin de soi, quoi. Et puis on peut pas dire aux enfants ce qui se passe. Il y a aussi tout ça aussi qui est compliqué. Les plus grands comprennent. Les réseaux, etc. en plus. Voilà, mais les petits, les tout petits, O'Neill, quand il a été incarcéré, sa dernière fille avait quelques mois. Les enfants, l'enfant, elle marche avec le portrait de son père dans la maison toute la journée, quoi. Qu'est-ce qu'on dit à ces enfants-là ? Ils comprennent pas, les enfants. Prison, centre pénitentiaire, c'est un jargon qui doit même pas exister dans le champ lexical d'un gamin à cet âge-là, quoi. L'enfant apprend à parler, on peut même pas prononcer ces mots-là pour ne pas détruire pour ne pas laisser de mauvaises choses dans son subconscient. J'aimerais qu'on éclaircisse un point. Comme tu as dit au début, il y a eu beaucoup de rumeurs, qu'on éclaircisse les rumeurs, parce que c'est fait pour ça aussi. Il y a une rumeur comme quoi que ils ont été payés par, je sais pas comment dire, les fameux 10% de l'île. Et pour calmer les situations dans divers endroits sur l'île, c'est par rapport au barrage, etc. Est-ce que tu peux... Ouais, je peux répondre à ça. Alors, il n'y a pas eu de paiement, il n'y a pas eu de transaction. Frédéric, lui, en tant que médiateur de rue, il siège au CLSPD. Le CLSPD, c'est le conseil... c'est le conseil de prévention et de la délinquance. Donc, ça fait 10 ans qu'il y siège et tous les médiateurs sociaux de France siègent à cette commission. Dans cette commission, tu as le préfet, tu as le procureur, c'est ça qu'on comprend pas, tu as le procureur qui préside le CLSPD, c'est le maire de la ville, donc c'est Mme Polifante. Et Frédéric, lui, en tant que médiateur de rue, comme depuis 10 ans, quand il y a un problème, on l'appelle, on lui dit écoute, il faut intervenir là parce qu'il y a un gamin qui est en train de frapper sa mère. Frédéric peut travailler de jour comme de nuit.
Donc, comment on peut dire aujourd'hui qu'il a été payé pour calmer les choses, alors même que sa fonction l'oblige en fait à intervenir quelque part. Sachant que les sommes dites, elles étaient hallucinantes quand même. Alors, c'est ça qui est bête. Ils ont dit 4 millions, je crois. Alors, 4 millions, ils sont où les 4 millions? Mais nous, c'est ce qu'on attend en fait. Ils sont où les 4 millions? En liquide, par virement, en ticket restaurant? Ouais. À quel moment on est juge? Un juge, ça fait des études, mon Dieu. Et on peut dire qu'on a donné 4 millions au mec, mais ils sont où les 4 millions? Tu peux pas sortir plus de 1 000 € de ton compte bancaire. Ça n'a pas de sens. Ouais. Ça n'a aucun sens. Donc, les rumeurs, il y aura toujours des rumeurs. Moi, je m'en fous des rumeurs. C'est pas les gens qui font les rumeurs qui payent mon loyer. Ni celui de Frédéric actuellement. Il faut payer le loyer aussi, alors qu'il est incarcéré. Donc, les gens, quand on vous entendez des choses, faites preuve de bon sens. On vous demande pas de faire HEC, en fait. Faites preuve de bon sens. On parle de millions d'euros. Mais quand on parle de... S'il y a eu une traçabilité sur le concert de Kassav pour 100 000 €, nous, on demande juste à voir la traçabilité de ces millions. Ils sont où? Et il faut juste faire preuve de bon sens. On transfère pas des millions comme ça. Il y a eu un reportage fait... Alors, pour une fois que Stimfing a fait un petit peu son travail, il a arrêté de colporter des cancans. Ces gens-là ont dit publiquement que personne ne les avait approchés. Mais qui va approcher ces gens-là? On est des fous, quoi. Ils ont tous les pouvoirs. Ils ont le pouvoir économique. Et on sait très bien qu'en Guadeloupe, le pouvoir économique supplante le pouvoir politique. Ils ont tous les pouvoirs. Ils rentrent à l'Élysée sans carte d'identité. On va aller dire aux gens, donnez-nous des millions. On est bêtes ou quoi? Enfin, c'est pas possible. Et ça arrangeait pas ces gens-là non plus. Donc, en quoi, s'il y a eu des millions, des demandes de millions, où sont ces victimes? Puisque les gens qui sont censés avoir été, entre guillemets sollicités, ont elles-mêmes dit qu'elles n'ont pas été sollicitées. Donc, on attend qu'elles soient interrogées. Mais à partir du moment où les gens qui ont été sollicités, entre guillemets, donc ce qui est faux, ils ont dit non. Donc pourquoi ça tarde du coup? Parce que c'est ce qui bloque en gros. C'est une des grosses parties. Mais en fait, il y a plusieurs affaires dans l'affaire, entre guillemets, parce que on comprend pas cette histoire d'extorsion de fonds. Qu'est-ce que ça a à voir avec... Il faut bien comprendre le truc pour comprendre comment c'est alambiqué. Qu'est-ce que cette histoire d'extorsion de fonds a à voir avec, soi-disant, les barrages? Voilà. Parce qu'au départ, c'est pas ce qui avait été dit quand ils ont été mis en examen. Et en plus de ça, qu'est-ce que les élus viennent faire là-dedans? Parce que l'extorsion de fonds, elle n'est pas forcément là-dessus. L'extorsion de fonds, elle est surtout basée... Il y a aussi cette association avec les élus, etc. Donc, il y a ces gens-là d'un côté, il y a les élus de l'autre, il y a tous les barrages d'un autre côté. Enfin, pour moi, je trouve qu'on a plusieurs accusations qu'on essaye de ramifier, en fait, autour du soulèvement populaire, en fait. Et pour moi, et c'est là où ça tient pas la route. Parce que pour être condamnés, parce qu'on les traite comme des condamnés, alors qu'ils sont que mis en examen. Ouais. Ils sont même pas prévenus, ni quoi que ce soit. Ils sont que mis en examen. Pour être condamné, il faut l'intention de commettre le crime et il faut la preuve qu'on a fait ce crime. On n'attend que les preuves, en fait. Mais au bout de 9 mois, on est en 2022, on nous a dit ouais, on transfère au GIRS parce qu'ils ont plus de moyens. Bah, on attend. Et toi, tu en mets, voir? Bonsoir. Bienvenue chez Titi Boki. Merci. Vous allez bien? Ouais, c'est chez Frito TV, voilà. Comment tu l'as vécu, ou les familles... Déjà, est-ce que tu es en contact avec les autres familles? Oui. Donc, comment, pas toutes, mais la plupart, oui. Comment vous avez vécu, donc je vais parler au pluriel, comment vous avez vécu le transfert? Les transferts, ça a été une... tous les matins, tu te réveilles et tu retiens ton souffle. Parce que tu n'as pas de contact. À ce moment-là, pas de téléphone, pas de courrier, rien. Pas de visite. Donc, en fait, la vie de ton frère, ton père, ton compagnon, ton mari, bah, est entre les mains de la justice. Donc, en fait, il y a comme une déshumanisation. Tu assistes à la déshumanisation du membre de ta famille. Et en fait, nous, on ne dormait plus. Physiquement, ça nous a atteints.
On est tous ou toutes tombés malades à un moment donné. Tu pouvais passer, cette période-là, on a passé des jours entiers à pleurer, je pense. Mais tous les jours. Soit t'anticipes le truc. Au moment où c'est arrivé, moi, ma fille de 18 ans, ma fille, elle a fait une crise de nerfs. Une crise de nerfs. Mais une vraie crise. Ça s'est fini à l'hôpital. Parce que Frédéric a eu des images de son transfert. C'était volontaire, ça, de toute façon. Oui. Bah oui. La charge médiatique, etc. Voilà, donc... Bon, tout se paye, hein. Mais du coup, aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà une date d'un procès éventuel? Rien. Rien du tout. Toujours pas. On n'a rien, il n'y a pas de procès. L'instruction est encore en cours. Donc, l'enquête n'est pas terminée. Donc on n'est pas... nos vies sont encore entre les mains du juge d'instruction, quoi. Donc, et puis tout est fait... la vie d'un homme, le rythme de la vie d'un homme n'est pas le rythme de la justice. Donc tout traîne, quoi. La justice, ça prend du temps, semblerait-il. Ça prendrait moins de temps si la justice était juste, je pense. Ouais. Vraiment chaud. Est-ce qu'ils sont tous... ils ont tous été incarcérés de Guadeloupe, ils ont tous été transférés en France, en métropole? Non. Alors, il y en a seules 4 personnes ont été transférées. Donc, on a Frédéric, O'Neill, Lillo et Didier. Il n'y en a que 4. À ton avis, pourquoi E4? Sincèrement, je sais pas. C'est le juge qui décide. Pourquoi E4, je sais pas. On a 2 qui sont encore à Bemao, d'autres qui sont en Martinique. Pourquoi ils sont allés en Martinique? C'est vrai, j'ai regardé un peu une vidéo où il parlait justement qu'il y avait du monde qui avait été en Martinique, dont un qui avait été plus ou moins relâché. Oui. Donc, il y en a un qui a été relâché. Alors, il y a eu une deuxième vague d'interpellation le 17 juin. C'est ça, ouais. Il faut bien retenir la date du 17. Tout se passe le 17. Le 17 janvier, les garçons sont en garde à vue. Et le 17 juin, le deuxième groupe est interpellé. Donc, alors, je sais pas, peut-être que le 17 octobre, on aura autre chose. Mais voilà. Pourquoi la Martinique? Certainement parce qu'à ce moment-là, l'affaire est transférée au GIRS. Et pourquoi les 4 ont été transférés en métropole? Pour moi, c'est de l'abus de pouvoir, ça. C'est pas, y a aucun, pour moi, il n'y a rien qui justifierait un transfert. Voilà. À la limite, si c'était pour limiter leur pouvoir d'influence au sein de la prison en Guadeloupe, on aurait pu les emmener en Martinique. Mais même ça n'a pas de sens. Frédéric, lui, il était à l'isolement. Ouais. Donc, il est déjà isolé. Quel pouvoir d'influence on peut encore avoir? Ouais, c'est vrai. Donc, c'est vraiment juste pour emmerder les gens, quoi. C'est juste pour être gagner plus de temps, faire perdre plus de temps. Ouais, et puis faire du mal, quoi. C'est de la méchanceté gratuite pour moi. On transfère les gens comme ça. Il y a des choses qui sont faites dans les conditions de détention où on est clairement sur de la violation des droits de l'homme, quoi. Quand on refuse les permis, quand on nous dit les permis sont pas à jour, etc. Ça, c'est de la violation du droit humain. Voilà, certains ont des fouilles à nu. Systématiques. Ouais, c'est pour vraiment casser le mental. C'est pour casser le mental. Les fouilles à nu systématiques sont clairement interdites par le droit international. C'est ce qu'on appelle à l'ONU la règle Mandela, c'est la règle 111. Et dans la règle 111, il est dit que les fouilles systématiques sont interdites. Donc, on peut pas... Mais comment c'est possible que ce soit interdit, reconnu, c'est écrit partout, etc., mais que ça se passe quand même? Parce qu'en fait, on est dans une phase de l'instruction où tout est ficelé pour que... Il n'y a pas de justice. Aujourd'hui, l'enquête est en cours, donc la seule réponse qu'on a jusqu'à maintenant, c'est l'enquête est en cours. Donc on peut faire... Et chaque prison a son fonctionnement aussi. Et quand le prévenu, enfin le mis en examen, est fouillé à nu, à part les surveillants, il n'y a pas de témoin. Donc qu'est-ce qu'ils répondent, les mecs? Prouvez-le. Prouvez-le. Bah moi je le dis. Et il y a des fouilles à nu systématiques. Et on les compte. On les compte toutes. Elles peuvent être aléatoires. C'est les règles de la prison. Je ne suis pas contre les règles de la prison. Ce ne sont pas mes règles. Mais systématiques, ça c'est une volonté de casser, de rendre fou. Y a-t-il d'autres injustices
Il y en a tellement que je les compte plus. Il faudrait vraiment que moi, en fait, nous on est là, il faut vraiment que ça se sache. Vraiment que tout soit dit. Tout ce qui est détail, tout ce qui est interdiction, mais que ça se passe quand même. Vas-y, n'hésite pas. Bah, écoute, nous, c'est surtout pour le moment sur les conditions de détention, parce que sur l'instruction, nous-mêmes, les familles, on n'a pas énormément d'informations, puisqu'il y a le secret, les avocats même ne peuvent pas tout dire. Mais en tout cas, ce qui nous... les injustices et ce qu'il y a de pire, c'est ce transfert, comme on vient de le dire, les conditions de détention, et le fait que tout soit rallongé, que tout prenne du temps. On parle d'association de malfaiteurs, il faut préciser qu'il y a des personnes qui ne se connaissent pas dans cette affaire. Comment on peut parler... Ça, c'est un point important. Ah oui, c'est très important. On parle d'association de malfaiteurs, il y a des gens qui ne se connaissent pas. La majorité se connaît. On va parler des élus. Moi, ce qui me dérange le plus dans tout ça, c'est l'impact des élus. Alors, sur l'aspect politique de l'affaire. Ça, c'est très important d'insister là-dessus. Quand l'affaire commence, on a Victorin Lurel, qui a changé d'avis d'ailleurs, merci. On n'a pas hurlé pour rien. Au début, Victorin Lurel et Victoire Jasmin matraquent les médias nationaux, notamment sur France TV, et expliquent que oui, c'est des chefs de gang, oui, il y a des gens qui sont proches des politiciens, oui, c'est ça. Donc eux aussi ont contribué à salir notre nom, nous. Je les remercie pas pour ça et j'espère qu'ils feront ce qu'il faut pour réparer cette erreur-là. En tout cas, Victorin Lurel l'a tweeté, puisque lui-même trouve que les transferts sont injustes. Donc j'espère qu'en tant que sénateur, il fera le travail qu'il a à faire. Mais sur cet aspect politique, souvent, je vois sur les réseaux sociaux, et notamment sur Facebook, que ce sont on a dit dès le départ que c'était des prisonniers politiques. Alors, on n'est pas sur des prisonniers politiques lambda. On n'est pas, c'est pas des Ivan Colonna. Un prisonnier politique lambda, c'est quelqu'un qui a effectivement perpétré des choses contre l'État en place, contre le pouvoir en place. Là, il faut voir les choses sous un autre angle. Ce sont des prisonniers politiques parce qu'ils ont servi de fusible aux politiques. C'est différent. Et pourquoi je dis ça ? Il y a une guerre politique depuis pas mal d'années, comme dans tout, dans tous les endroits où il y a des politiciens, en fait, il y a des guerres de partis, il y a des guerres de clans, etc. On sait très bien qu'il y a une partie de la classe politique qui est contre le président de région, par exemple. Et ça a été du pain béni pour cette opposition-là, et dire, tiens, regarde, ils ont fait des réunions avec Servat. Servat, il s'est opposé au pouvoir central, à la base. Il a été le premier à dire, moi, en marche, je marche plus, quoi. Voilà, donc tout ça, à ce moment-là, la Guadeloupe, moi, je suis à Nice. Je sors de chez moi, j'entends 2 mamies. C'était début novembre, ça avait commencé avec cette histoire de vaccin, là. Je sors de la pharmacie, j'entends 2 mamies qui disent en fait, on s'est fait couillonner, on aurait dû faire comme les Guadeloupéens, on aurait dû refuser le vaccin, en fait. Donc, en fait, à ce moment-là, nous-mêmes, les Guadeloupéens, on se rend même pas compte à quel point le truc fait tache d'huile et met à mal le pouvoir, en fait. Sauf que ce que les médias mainstream ne disent pas à cette période-là, c'est que les Guadeloupéens veulent pas se vacciner parce qu'ils sont déjà contaminés empoisonnés par le chlordécone, en fait. Voilà. Donc, et sur cette partie politique, il y a une zone d'ombre parce qu'il y a des politiciens qui sont clairement qui sont impliqués, qui doivent être interrogés, et ces personnes-là, on ne les entend pas. Mis à part Servat, les autres, on ne les entend pas. Malgré tout, Frédéric, il a eu des centaines de lettres de moralité, elles n'ont pas été lues. Pour moi, ça n'a pas été lu. Voilà. Donc, et les autres aussi ont eu pléthore de lettres de moralité, ça n'a pas été lu. Donc moi, je profite du micro pour faire appel à ces élus qui ont participé aux réunions. Sapotine, Servat, lui, il a pris ses responsabilités dès le départ. Donc voilà, il y avait Harry Chalus, mais il y avait eu plein d'autres élus. Et ceux-là, il faut qu'ils se réveillent. Donc nous, on a essayé de rentrer en contact avec eux. On nous a laissé... on nous répond pas, en fait, ils s'en foutent. Ils s'en foutent, donc il faudrait que ces élus-là aussi... je sais pas s'ils arrivent à dormir en sachant qu'avec leur silence, là, des innocents dorment en prison, quoi. Alors qu'eux ont fait pire. Hein.
déjà. Eux ont fait pire, pour la plupart. Certains ont été réélus, certains surfent sur cette vague-là pour aussi montrer patte blanche auprès du pouvoir central, quoi. Enfin, les garçons ont été incarcérés parce que aussi certains élus devaient montrer patte blanche auprès du pouvoir central. Donc, est-ce qu'il faut montrer patte blanche ou est-ce qu'il faut détruire la vie des gens? C'est ce qu'on demande. J'ai une question, mais je pense avoir la réponse. On va la poser quand même, par bêtise. Pourquoi il n'y a pas de... Ça occupe pas la scène médiatique Tom-Tom? Bon. Alors, il y a deux choses. Il y a beaucoup de pression. Les gens moi, j'ai pas envie de cracher sur les gens parce que le Guadeloupéen, il est malin, quand même. Certains subissent beaucoup de pression pour ne pas parler. En off, beaucoup parlent. En off, beaucoup savent. Les gens... on arrive à avancer sur certaines choses, nous, les familles, mais les gens ont peur je pense que les gens ont vraiment peur de parler. Parce que tout le monde subit des pressions. Beaucoup de personnes, en tout cas, en subissent. Beaucoup ont peur. Après, on est hautement surveillé, mais en même temps, il ne faut pas avoir peur, quoi. Le dossier, il n'y a rien dedans. Si un bout de dossier est vide, au bout de 9 mois, on est quand même... ça a commencé le 17 janvier, aujourd'hui, on est fin septembre. Je pense que si le GIRS est super équipé et que c'est la Rolls-Royce de l'enquête, on aurait déjà obtenu certaines choses aujourd'hui. Donc, il ne faut pas avoir peur de parler. Donc, depuis l'incarcération janvier, là, on est en septembre. Ouais. Donc, janvier 2022, et là, on est en fin septembre 2022. Pas d'avancée? Pas d'avancée. Aucune. Mais quand je dis aucune. On n'a pas une once de preuve. Et au niveau de... vu qu'il n'y a pas d'avancée, je pose une question bête quand même, mais est-ce qu'ils vont regrouper tout le monde le jour du procès, quand il y aura un procès, quand ils se réveilleront? Je sais pas, franchement... Est-ce que c'est jugé au cas par cas, ou ce sera jugé au cas par cas, ou, à votre avis? Chacun a son avocat, donc je pense que ce sera jugé au cas par cas. Mais après, les avocats, eux... travaillent sur une défense commune sur certains chefs d'inculpation. Et puis après, il y a des choses qui sont plus individuelles, notamment sur les conditions d'incarcération, etc. Et puis, chacun argumente, et chacun renvoie des arguments aussi différents. Il y a des détails, chacun porte sa preuve de façon aussi différente. Et le titre, Les Grands Frères, ça vient d'où? Du procureur. Monsieur Desjardins, c'est lui qui a trouvé les grands frères. Il vous a pas dit pourquoi? Il ne nous aime pas, Monsieur Desjardins. On n'est pas dans son équipe. Il avait prévu... quand on regarde la conférence de presse, je crois que c'est du 21 janvier. Quand on regarde la conférence de presse, on voit déjà qu'il avait bien appris ses devoirs. Regardez, revisionnez sur Canal 10 la conférence de presse. Et là, à 9 mois avec du recul. Regardez. C'est une machination, mais c'est hallucinant. On connaît ces sujets, avec les rumeurs, etc. Au final, t'es là, tu nous racontes tout ça. C'est vraiment... Alors, c'est pas alors, faut bien comprendre le mécanisme de pression quand l'État utilise en fait la machine judiciaire pour broyer des gens ou même un peuple. Parce que là, on est clairement sur... Pour moi, l'affaire des grands frères, ça va devenir la plus grosse injustice de ces 50 dernières années. Ouais, je pense aussi. Ouais, ça va rester dans les annales de l'histoire de la Guadeloupe. Pourquoi je dis ça? On a une affaire similaire qui est l'affaire Tarnac, en 2008. On est sous Hollande, on n'est même pas sous Macron. 2008, on a un économiste qui s'appelle Julien... J'oublie le nom, vous verrez, vous tapez Tarnac, affaire Tarnac. Sur YouTube, vous avez un reportage d'1 heure qui est très intéressant. Et c'est en ça que je demande aux gens d'avoir du bon sens et d'aller se documenter. Ce qui se passe aujourd'hui avec les grands frères, c'est une méthode d'État pour broyer. Ah oui. L'affaire Tarnac, en fait, ce fameux Julien qui est économiste, qui est d'extrême gauche, il a écrit un livre contre François Hollande à cette période-là.
il décide de reprendre l'épicerie du petit village de Tarnac, parce qu'il en a marre de tout ça, il a envie de se mettre au vert, de se retrouver au calme. Et on l'accuse d'avoir mis des blocs de ciment sur les rails SNCF de son village. Et là, attaque terroriste. Ils se font incarcérer avec... ils sont une dizaine ou une vingtaine. Ouais, une dizaine de personnes sont incarcérées, mises en examen, dont une prof d'histoire. Et là, on est sur le même mécanisme. Pas de preuves. On sait pas, il n'y a pas de vidéo. On ne sait pas qui a déposé ces blocs de béton, comme par hasard. Les vidéos ont disparu. Voilà. L'affaire dure 10 ans. Et le non-lieu a été prononcé il n'y a pas longtemps, là, je crois l'année dernière. Ah, quand même. Ouais. Avec des périodes d'emprisonnement, des contrôles judiciaires permanents. Et tout ça parce que ce monsieur était juste dans l'opposition à ce moment-là. Et qu'il disait ses vérités, parce que personne ne détient la vérité, mais lui délivrait ses vérités dans un bouquin. Et d'ailleurs, ce monsieur a continué son combat, puisqu'après, il est parti sur le mouvement des Gilets jaunes, etc. Mais l'affaire Tarnac, c'est un bel exemple d'utilisation de la machine judiciaire pour broyer, soit là, dans ce cas-là, des opposants, mais broyer un peuple pour la Guadeloupe. Et ce qu'il y a d'intéressant pour nos détracteurs, c'est que personne ne s'occupe de la Guadeloupe, tout le monde s'en fout. Ah bah oui. Donc, il y a aussi ce sentiment d'impunité. On se dit, de toute façon, les Guadeloupéens, c'est des teubés, ils vont jamais se révolter. Sauf que nous, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais nous, les familles, on essaye d'en parler beaucoup. On a quand même du soutien. On a un gros soutien de Kalash, que je remercie, que je profite. Que je profite du micro pour le remercier, de Tironi. On a Ed Swanix qui fait... ce mec, il dort même pas. Il y a des gens qui sont autant affectés que nous, les familles. Et ça, on les remercie. On a... moi, à Beauvais, j'ai rencontré des personnes que je connaissais pas du tout, qui ont entendu parler de l'affaire, qui nous ont aidés à nous héberger, qui m'ont même ramené à l'aéroport ce matin. Et voilà, donc c'est en ça que je dis que les gens ont peur de parler, mais on est quand même bien soutenus. Il y a des gens qui nous aident et qui sont très, très impliqués. Voilà. Ce serait bien qu'on en parle plus. Ouais. Je pense que ça aiderait. Ouais, déjà là, je pense que ça va aider beaucoup. Ouais, déjà. Qu'on comprenne en fait tout ce qu'il y a eu autour. Oui, c'est ça. Après, le but, c'était de... Après, si le juge, il s'est trompé, il a le droit de se tromper, mais que ça cesse, quoi. Enfin... Il s'est trompé, ils sont allés vite, fallait des coupables. Le cornu était en train de dire toute la journée oui, on n'aime pas les violences, etc. Bon, d'accord, vous avez trouvé des coupables pour que tout le monde reste au chaud, mais si vous vous êtes trompé, dites que vous vous êtes trompé, quoi. Il n'y a pas de mal à ça. Après, c'est comme les bavures policières, ils ne reconnaissent pas. C'est prouvé, je parle. On a Clodo, Clodo, le monsieur, voilà, ça fait 2 ans qu'il est mort, il y a une vidéo, on a la preuve qu'il a été violenté. Les mecs, ils sont même pas témoins assistés sur l'affaire, mais nous, il n'y a pas de vidéo, il n'y a rien qui prouve que les mecs ont fait ce pour quoi on les accuse, il n'y a aucune preuve, les dossiers sont vides, et eux, ils sont direct en prison. Ils sont direct en prison. Donc on aimerait... Pareil, la deuxième vague d'incarcération, il y en a qui se sont fait incarcérer parce que... un tel a appelé un tel, quoi. Donc, ça veut dire que demain, si moi je t'appelle et que je m'énerve sur un truc, un sujet, on va tronquer la phrase où, je sais pas, j'insulte quelqu'un et on va me dire, Karine, tu vas en prison parce que t'as insulté quelqu'un. C'est ça qui s'est passé, hein. On a traduit, les mecs qui parlent, tout a été fait en créole, tous les échanges sont en créole. On traduit à décharge. On sait même pas si c'est un Guadeloupéen qui a traduit ça. C'est pas possible que ce soit un Guadeloupéen qui traduise ça. C'est tellement mal traduit. Mais c'est vrai. Il y a des choses qu'on leur reproche. Tu te dis, mais c'est pas un Guadeloupéen qui a traduit ça. C'est pas possible. Le Guadeloupéen, il a bu quand il a traduit. Ce qui a été traduit, ça n'a rien à voir. Donc tout est à charge, quoi. Tout est à charge. C'est vraiment chaud. Ouais. Mais tout est tronqué. Est-ce que tu as un mot de la fin à dire? Une phrase, ouais, un texte, tout ce que tu veux. Moi, Frédéric avait écrit un texte pour son anniversaire le 28 juillet. Tu veux le lire? Oh ouais, je veux bien le lire. Je vais le retrouver. Je vais le lire et ça a du sens encore aujourd'hui.
les archives. Et comme j'enregistre tôt. Mm. Frédéric. Ah, voilà. Alors, Frédéric a écrit ce texte le jour de son anniversaire. Ok. Alors, D pour déportation, U pour unir, M pour misanthropie, E pour écoute, S pour solidarité, N pour négociation, I pour innocence, L pour liberté. Vous avez compris, c'est l'acronyme de Duménil. Je suis Bouana, déportée un 6e jour d'avril, sans comprendre ce qu'il m'arrive. La prison est une nouvelle plantation. Quand j'y pense, il est évident que l'abrogation de la peine de mort n'est qu'un leurre. Car ce qui nous arrive devrait, selon nos détracteurs, nous mener à notre dernière heure. C'est manquer de respect à nos valeurs. Jamais de ma vie je n'ai vu tant de haine parcourir les traits de mes accusateurs. Mais s'il s'agit ainsi, c'est peut-être parce que leurs mensonges ne sont plus possibles. Une injustice d'une telle ampleur ne peut être qu'une infamie. Je ne suis pas le premier de ma lignée à être déporté. La première déportée, connue de ma lignée, s'appelait Justine. Elle portait le matricule 4473. N'avons-nous pas des numéros semblables à ce genre de matricule en prison ? Nous ne sommes que des numéros. Pire, des dossiers. Et encore, ce dernier statut est préférable. Un dossier peut faire l'objet d'une certaine attention lorsqu'il est lu et bien étudié. 3 points de suspension. Que me reproche-t-on exactement ? Unir. J'ai passé ces 10 dernières années à m'occuper de la jeunesse guadeloupéenne. Bien plus que mes propres enfants. Formation, permis, logement, travail. Mon métier m'a permis de voir à quel point la misère de nos compatriotes est destructrice. Et aujourd'hui, on essaye de nous mettre sur le dos une gangrène qui pullule depuis des années. Ce que j'ai fait pour redonner confiance aux habitants, je l'ai fait avec le cœur. Car je ne peux fonctionner autrement. Mon ADN est ainsi constitué. Même dans les murs de ma geôle, je continuerai de me soucier du bien-être des autres. M pour misanthropie. La haine du genre humain est bien présente chez nous, et ce depuis des siècles. Mais ce n'est rien de le dire, le pire c'est de le vivre. J'en viens à comprendre ceux qui se disent être amis des animaux plutôt que des hommes. Car aucun animal sauvage consulte ses semblables dans le simple but de détruire gratuitement. Les animaux tuent pour vivre et non pour détruire. Alors pourquoi nous détruire, nous et nos familles ? Pour satisfaire votre ego ou peut-être vos carrières ? Jamais je n'aurais cru que le pays des droits de l'homme pourrait enfermer des innocents avec autant de facilité. En même temps, en 1789, pour Justine, mon ancêtre, la liberté n'était qu'une chimère. E pour écoute. Je n'ai fait que cela ces 10 dernières années. Je n'ai pas fait qu'entendre, j'ai réellement écouté ce que la jeunesse avait à me dire. Où est-elle aujourd'hui ? Elle est désœuvrée. Leur plan a donc fonctionné. Quel coup du sort ? S pour solidarité. Je ne faisais rien d'autre que d'appliquer ce que mon instinct me disait de faire. Des paniers repas pour les plus démunis durant les confinements, à la collecte de vêtements, jusqu'au barbeur pour les SDF. Je n'étais pas obligée de réaliser ces actions, mais on ne m'a pas élevée dans l'indifférence et le mépris des autres. N pour négociation. Pourquoi ces réunions ? Pourquoi ces incarcérations ? Il est clair que nous faisons face à une machination. Je demande aux coupables de se manifester sans ombrage. I pour innocence. Ma volonté d'aider les autres m'a sans doute rendu naïf. J'étais comme investi d'une mission, je ne cesserai de clamer mon innocence jusqu'au non-lieu. Ce que je demande aux Guadeloupéens, c'est de faire preuve de bon sens. Si des innocents sont si facilement enfermés, alors imaginez ce qui se passe pour ceux qui ne peuvent s'exprimer. L pour liberté. Je suis Frédéric Duménil, et depuis les murs de ma prison, je vous écris en homme libre. C'est fort. C'est fort, c'est fort. Voilà. C'est fort. Bon, ben, on espère que la justice va accélérer le mouvement. On espère sincèrement, vraiment. Parce que franchement, moi, personnellement, je suis l'histoire depuis le début. Comme je t'ai dit, par rapport à d'où je viens, etc. Les affiliations, etc. Donc, je suis de près. Ouais. Quand BG était venu, on en avait parlé en off aussi. Donc, vraiment, on espère que ça va aboutir à quelque chose de positif. Totalement, ouais. Non, et que ça serve d'exemple
de comment ils procèdent pour casser les voies, nos ambitions, notre jeunesse, etc. Et prouver aussi que on n'est pas totalement libre. On n'est pas libre. Ouais, on n'est pas libre du tout. On est plus libre qu'ici, d'ailleurs, Free Talk, mais... Il n'y a que la parole qui est libre ici. Il n'y a que la parole, effectivement. Exact, mais effectivement, on n'est pas libre, on est manipulé. Et faites attention aux égrégores. Hein. Les égrégores, là aussi, aujourd'hui, on est sur un égrégore de guerre, entre guillemets, de guerre psychologique. Et faites attention quand vous allumez vos téléviseurs. Voilà. Non, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Bon, on te remercie d'être venu. Je vous remercie pour l'invitation. Et force aux grands frères, à tous les grands frères. Ouais. Exactement, ceux qui sont en Martinique aussi, on leur envoie la force. Ouais. Et puis aux parents, aux enfants, voilà, tous ceux qui sont impliqués de près ou de loin. On remercie tous ceux qui nous aident aussi. Des personnes qui sont très très impliquées, que je garde l'anonymat, qui ne se fasse pas non plus tirer demain matin. Mais voilà, mais les gens nous aident et on les remercie, on les remerciera jamais assez. Ouais. Nous, on est contents d'avoir participé à donner la voix. Oui, merci. Et, on était, comme on était cet été à Canal 10, je l'ai dit. Oui, j'ai dit qu'on allait commencer par vous directement. Y a pas de... C'était la base. Pour moi, c'était une obligation. Merci en tout cas. Et puis si j'ai des nouvelles, bien évidemment, je transférerai. Oui, il n'y a pas de souci. Nous, on va relayer via notre média. Il n'y a pas de souci. Super. Alors sinon, il y a la page Facebook aussi, la page Instagram des Grands Frères. Ouais. On essaye de mettre régulièrement des informations. Donc si vous voulez des infos sur l'affaire, vous pouvez vous rendre sur la page Les Grands Frères sur Instagram et Les Grands Frères Freedom Fighters sur Facebook. Ok. Voilà. Merci à toi. Ok, merci à toi. Merci à toi. Je tiens à dire aussi que il faut aller follow Creolsat sur Instagram, qui font des playlists vraiment intéressantes. Allez cliquer dessus, allez donner de la force. Il faut follow. Il faut bon contenu. On va essayer de développer ça aussi avec eux. Creolsat. Et j'aimerais rendre un hommage. Max, tu peux me mettre la vidéo s'il te plaît. J'aimerais rendre un hommage à quelqu'un que j'ai côtoyé et je l'ai vu cet été. C'était au festival de la Hold-In, Titis, qui nous a malheureusement quittés. Ouais. Donc mes condoléances à sa famille, l'équipe de Free Talk. Soutient la famille. Soutient la famille, envoie les condoléances. Et voilà, repose en paix, Titis. Voilà, c'était Free Talk. Fallait pas nous laisser entrer. L'histoire des grands frères. On vieillit, mais on reste jeune. Bang. Bang.